OK, parlons d'un sujet qui pendant vraiment longtemps était pas mal tabou, la santé mentale au travail. Aujourd'hui, on n'a plus le choix d'en parler, hein, c'est au cœur de tout. Alors on va essayer de démêler un peu cette relation-là qui est, disons-le, assez complexe. Pendant des années, l'idée c'était de cacher ses problèmes. On voulait avoir l'air fort, performant, pas question de montrer la moindre faiblesse. Mais là, le silence est en train de se briser. Et ce qu'on découvre, c'est pas très réjouissant. On réalise l'ampleur d'une véritable crise. Et ça, c'est la question qu'on doit se poser. Comment est-ce qu'on en est arrivé là? Qu'est-ce qui se passe dans nos milieux de travail, dans nos façons de faire pour que notre équilibre mental soit mis à si rude épreuve? C'est ce qu'on va explorer. Pour y répondre, on va regarder ça sous différents angles. On va commencer par ce qui se passe à l'intérieur de nous, notre réaction biologique au stress. Ensuite, on va regarder les déclencheurs dans l'environnement de travail et on va finir par se poser la question, à la base, c'est quoi le rôle du travail dans une vie? OK? Alors, pour bien comprendre l'impact du travail, il faut d'abord comprendre comment on fonctionne. C'est quoi le stress au fond? C'est quoi la différence avec l'anxiété? C'est un peu comme notre système d'alarme interne. L'anxiété, en gros, c'est s'inquiéter pour quelque chose qui pourrait arriver. C'est une projection dans le futur. Et ça vient avec des symptômes bien réels, hein? Le cœur qui bat plus vite, les muscles tendus. C'est une anticipation. Et c'est super important de ne pas mélanger l'anxiété et la peur. C'est pas la même chose. La peur, c'est la réaction immédiate à un danger qui est là, maintenant. C'est le fameux instinct de combat ou fuite. L'anxiété, elle, c'est une humeur qui s'étire dans le temps face à une menace qui n'est pas encore là et qui, des fois, n'arrivera jamais. Le physiologiste Hans Selye a super bien décrit ça en 3 étapes. Premièrement, la phase d'alarme, le choc. Le corps se met en mode survie. Deuxièmement, la résistance. Le corps essaie de tenir le coup, de s'adapter. Mais si la source de stress ne disparaît pas, on tombe dans la 3e phase, l'épuisement. Et c'est là que ça devient dangereux pour la santé. Bon, on a donc ce système d'alarme interne qui est prêt à partir à tout moment. Mais qu'est-ce qui pèse sur le bouton? Concrètement, dans notre job, qu'est-ce qui déclenche tout ça? C'est là qu'on entre dans l'équation du stress. La question a l'air simple, mais la réponse est assez complexe. Heureusement, des chercheurs ont mis au point des modèles pour nous aider à identifier les situations de travail les plus toxiques. Et ça, c'est vraiment un modèle éclairant, celui de Robert Karasek. Il a trouvé la recette parfaite pour le désastre. D'un côté, une charge de travail immense, beaucoup de pression, et de l'autre, très peu de contrôle, très peu de pouvoir de décision sur comment faire son travail. C'est un cocktail explosif. Pour imager ça simplement, imaginez que vous êtes au volant d'une auto. L'accélérateur est coincé au fond, mais on vous a enlevé le volant des mains. C'est ça. On fonce à toute vitesse, mais on n'a aucun contrôle sur la direction. Le résultat, c'est un sentiment d'impuissance totale, un stress énorme. Et il y a un autre modèle qui vient compléter le tableau, celui de Johannes Sigrist. Lui nous parle de l'équation effort versus récompense. Le stress, selon lui, ça vient d'un déséquilibre. Quand on donne énormément d'efforts, quand on se surinvestit, mais qu'en retour, on reçoit très peu, que ce soit salaire, en reconnaissance ou en sécurité d'emploi, ça crée de la détresse. Ces déséquilibres-là, ça peut créer un climat propice à des dynamiques encore pires. On va zoomer sur une des plus destructrices, ce qu'on appelle le processus de discréditation, une forme d'harcèlement psychologique. Des chercheurs québécois, en fait, ont identifié ce mécanisme bien précis qu'ils ont nommé le processus de discréditation sociale. C'est pas juste des chicanes ici et là. Non, c'est une vraie stratégie systématique pour démolir la crédibilité et la santé mentale d'une personne. Et ça montre toute la violence de la chose. Ce témoignage, il est tiré d'une de leurs études. Ça illustre la brutalité des mots qui peuvent être utilisés. La menace est directe, c'est cru. L'objectif, c'est d'anéantir l'autre personne. Et cette stratégie, elle se joue sur 2 plans. D'un côté, il y a le contrôle direct sur la personne. On lui crie après, on l'insulte, on lui donne des tâches impossibles pour être sûr qu'elle échoue. Et de l'autre côté, on manipule son environnement. On salit sa réputation auprès des collègues, on lui enlève ses outils, on l'isole dans un bureau au fond du couloir. OK, c'est crucial de comprendre ces mécanismes de stress, vraiment. Mais si on s'arrête juste à ça, à comment éviter la souffrance, on manque un point essentiel. Parce que la vraie question, au fond, c'est qu'est-ce qu'on vient chercher au travail? Et si on changeait de lunettes, juste un instant? Si le travail, ce n'était pas seulement un gagne-pain ou une source de stress, mais quelque chose de beaucoup plus profond, de plus fondamental. C'est exactement ce que propose une approche qui s'appelle la psychodynamique du travail. Pour elle, le travail, c'est un lieu central où on construit son identité. Pensez-y. Il y a les tâches prescrites sur papier et il y a le vrai travail, celui qu'on fait pour de vrai avec les imprévus.
C'est dans cet espace de créativité que notre intelligence et notre identité se déploient. Et donc, de ce point de vue, la pire menace, ce n'est pas juste d'avoir trop de travail, c'est de ne pas être reconnu pour sa contribution réelle. Quand le travail intelligent, créatif qu'on fait n'est pas vu, n'est pas validé par les autres, ça c'est une attaque directe à qui on est. Ça peut mener à une perte de sens totale. Alors on termine avec cette question fondamentale. Est-ce que le travail, c'est juste un moyen de payer les factures ou est-ce que ça fait partie de notre identité profonde? En comprenant les mécanismes du stress, mais aussi la place centrale du travail dans la construction de soi, on est peut-être mieux outillé pour réfléchir à tout ça. Et, qui sait, pour commencer à exiger des milieux de travail qui, au lieu de nous détruire, nous aident à nous accomplir.